Bonjour à tous, Anne-Gaëlle. Je travaille chez TRAM, une association nationale de développement agricole et rural, et on accompagne les collectifs agricoles composés d'agriculteurs et d'autres acteurs de territoire dans les transitions, qu'elles soient environnementales, climatiques, humaines, organisationnelles et alimentaires. Et pour ça, on va dire qu'on a trois axes stratégiques principaux. Le premier axe, c'est la montée en compétences des accompagnateurs des agriculteurs sur les territoires pour faciliter les transitions. Donc, ça va être du montée en compétences des animateurs, des conseillers, d'autres acteurs économiques. Le deuxième axe, ça va plutôt être sur de la recherche et développement sur le territoire. Enfin voilà, essayer d'accompagner des projets de territoire sur de l'expérimentation dans les transitions, qu'elles soient encore une fois agroécologiques, alimentaires, humaines, organisationnelles. Et enfin, on est un centre de ressources sur lesquels vous pouvez trouver de nombreuses ressources dans les domaines des transitions agricoles et rurales qui sont à 99% accessibles à tous et gratuites. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre centre de ressources. Pour faire ça, on est une équipe à peu près de 30 salariés. Donc, le siège social est à Paris, mais après, on est répartis un petit peu partout en France. Donc, moi, je suis basée à Toulouse, en Occitanie, et mon autre collègue qui est là, Sandra Delaunay, elle est basée, par exemple, à Rennes, en Bretagne. Donc, l'idée, c'est d'avoir des antennes régionales pour accompagner les différents acteurs en région, en tout cas sur les territoires, dans ces transitions. On a également des réseaux qui sont adhérents à TRAM. On va avoir des réseaux nationaux, par exemple, comme l'Association des salariés agricoles ou les Houblons de France, les Spiruliniers de France. Et on va avoir après des réseaux un peu plus territoriaux, exemple Carab et Canopée, ou des magasins de producteurs comme les boutiques paysannes en région Occitanie, par exemple. Je vous laisse voir tous les différents logos de nos partenaires et adhérents. Là, on est en fait tous les ans, TRAM organise des rendez-vous R&D où l'idée en fait est d'essayer de creuser des sujets avec un ou des experts et avoir des retours d'expérimentation, en tout cas des retours terrain avec des agriculteurs sur ces thématiques-là. Donc, par exemple, on en a réalisé dans les années précédentes sur les PSE ou encore sur la comptabilité multicapitaux. Et par exemple, l'année dernière, on a organisé deux webinaires autour de la haie, qui était un sujet d'actualité entre contexte politique, cadre de projet, les entrées techniques sur la gestion durable des haies ou encore la valorisation. Et donc cette année, pour choisir les thématiques de nos rendez-vous R&D, on a finalement décidé de s'intéresser aux atouts et au développement de cultures dont on en entend parler, mais qui sont encore voilà, juste dans certaines zones, ou en tout cas dans certaines discussions. Et c'est comme ça qu'on a organisé des rendez-vous sur le chanvre et le miscanthus. La première entrée qu'on a eue dans le choix de ces sujets, c'est que finalement, bah, face aux augmentations des épisodes de sécheresse, par exemple, et de canicule qu'on a eu plus ou moins fort cet été et les années précédentes, à l'évolution des régimes de précipitation, à la multiplication des événements extrêmes, ça devient vraiment essentiel de repenser nos façons de faire, nos façons de cultiver. Et finalement, ces changements climatiques contraignent à évoluer et nous permettent de redécouvrir des cultures qui étaient parfois oubliées, alors qu'elles présentent des alternatives vraiment intéressantes dites aux cultures plus traditionnelles. Donc c'est finalement pour ça qu'on est parti dans le choix de ces deux filières, chanvre et miscanthus. Donc là, comme vous voyez, 8 décembre, c'est le troisième rendez-vous de ce cycle de trois webinaires. Il y en a eu un premier mi-novembre qui était autour vraiment de la culture du chanvre. Voilà, c'est les atouts de la culture du chanvre, comment la cultiver, comment la récolter, et enfin tout ce qui est développement de la filière chanvre en France et même au niveau européen, avoir quelques chiffres repères. Le deuxième webinaire, lui, a porté vraiment sur le miscanthus, finalement de la culture jusqu'à sa valorisation en local, avec encore une fois l'entrée filière, l'entrée atout de cette plante sur les territoires et retour d'expérience porté par des agriculteurs. Et aujourd'hui, on retourne sur le chanvre avec là un retour d'expérience, une démarche collective qui a été mise en Occitanie autour du chanvre. Et pour ça, on a Benjamin
Joël qui vont nous partager un petit peu leur expérience. Donc l'idée, ça va être de faire un... Je vais prendre un temps d'échange en fait avec eux. On a travaillé, je vais leur poser quelques questions pour qu'ils nous déroulent un petit peu tout le, voilà, d'où ils sont partis, leur historique et ce qu'ils ont pu mettre en place, les différentes étapes. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à poser des questions dans la conversation, dans l'onglet conversation, pour qu'on puisse y répondre à la fin de leur intervention. Et bien sûr, vous pourrez aussi poser des questions de vive voix, hein, en levant la main et en activant vos micros, encore une fois, à la fin de l'intervention. J'espère que c'est tout bon pour vous. Je vous invite à, je crois que ça a été un peu commencé, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. On ne peut pas prendre un temps, on est plus de 20, donc ça va prendre du temps si on fait un tour de table. Donc je vous invite à vous présenter dans l'onglet conversation, comme ça on saura un petit peu d'où vous venez et qui vous êtes. Alors, je vais départager hop, mon écran pour que vous puissiez voir un peu mieux, j'espère, Benjamin et Joël. Et puis, on va commencer notre petit temps d'échange tous les trois. Donc, Joël, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter avant tout et puis nous présenter peut-être Hoc Chambre, qui est la structure dont tu es le président? Donc voilà, moi Joël Tardieu, donc je suis agriculteur avant tout, enfin, c'est ma première mission, on va dire. Je suis un GAEC sur une exploitation céréalière élevage. Donc je suis un GAEC avec un frangin, une exploitation céréalière composée de blé dur, tournesol, colza, en culture sèche et maïs semence. On fait la production de semences dans notre secteur et maïs conso sur une surface à peu près de 350 hectares. Et bien sûr, bon, le chanvre qui a représenté une vingtaine d'hectares sur 2015. Nous avons une activité élevage aussi, donc de canards grands, en vente directe avec une production environ de 7000 canards. Pour vous situer un peu, on se situe, alors on va dire le Lauragais, ça va pas parler à grand monde, mais donc on est sur l'ouest audois, Castelnaudary, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Toulouse. Voilà. C'est une région qui est sous influence des deux climats, d'un côté un climat océanique et d'un côté un climat méditerranéen, qui veut dire un climat assez sec et avec des précipitations réduites. Orchambre, donc, dont je suis le président, toute nouvelle société qui représente une vingtaine d'agriculteurs qui sont rentrés dans la société Orchambre, qui sont répartis sur l'Aude et l'Ariège. Mais après, la zone de production, qu'on verra tout à l'heure, hein, est répartie, elle, à cheval sur l'Aude, l'Ariège, le Tarn et la Haute-Garonne. Voilà. Euh, on est un demi-cercle entre la Méditerranée, le Narbonnais, le pays toulousain, Albi et Saint-Gaudens, on va dire à peu près. C'est un peu notre secteur d'activité. Voilà. Mais qui a aujourd'hui quand même limité sur l'ouest audois et l'Ariège. Que dire de plus? Voilà. Enfin, voilà, dans ma présentation. Je ne sais pas. Super, merci. Si, ça permet déjà de situer du coup qui vous êtes et surtout la localisation. Hmm. Benjamin, est-ce que vous prenez la suite pour vous présenter et puis présenter Mhm. un peu plus donc l'entreprise qui s'appelle Geotex? Avec plaisir. Donc, moi, je suis Benjamin Demangel. Je suis directeur industriel de la société Occitanie Geotex, qui est une société qui a été créée en 2023. Et la société Occitanie Geotex, je vais vous partager une petite présentation comme ça. Il y aura quelques de supports visuels pour accompagner la présentation. Elle a été créée en 2023 qui a repris donc un projet régional qui était comment utiliser euh, la compétence locale qui est le bassin, un bassin d'emploi du textile qui a été ravagé par la désertification de l'industrie textile en France et particulièrement en Ariège pour pouvoir réutiliser ce savoir-faire et en faire
quelque chose de plus vertueux. Et donc, c'est fort de ce projet-là on est reparti sur un projet qui a été développé pour faire un géotextile à base de fibres naturelles en 2019. Et mon PDG, Victor Lamego, a repris cette partie-là. Donc, j'essaye de reprendre le diaporama. Non, c'est pas le bon, pardon. C'est toujours comme ça dans la technique. Il faut que le jour de la présentation, ça se passe pas exactement comme prévu. Alors là, on voit un diaporama qu'il faudrait que tu mettes en plein écran, qui je pense être bon. Le plein écran, Ouais, tu as le bouton en bas à droite à côté du moins, sinon, ouais, je vais essayer de. Ouais. Est-ce que c'est bon là? au top. Oui, donc l'usine est prévue d'être installée sur le site de Laroque-Dolm, donc on est en Ariège, donc le bassin d'emploi historique de la partie textile d'une manière générale. Il y a eu une grande désertification dans les années 80, où aujourd'hui il demeure plus qu'une seule usine textile qui s'appelle Sedge Automotive et qui est mitoyenne d'ailleurs du projet qui est partenaire aussi du projet, qui fabrique des textiles uniquement dédiés au marché de l'automobile, mais qui est actuellement en pleine décroissance. Donc le produit, c'est un géotextile à base de fibres naturelles et une fibre et un filet qui sont fabriqués à partir de matières premières venant de France particulièrement et d'Occitanie en particulier. Et l'idée, c'est qu'on a développé un produit qui est sous brevet, donc sous protection intellectuelle, de manière à pouvoir se sécuriser sur la technique qu'on a mis au point pour fabriquer ce produit. Et l'idée et le principe aussi, c'est de fabriquer un produit en utilisant le moins d'énergie possible et en ayant un impact environnemental le plus limité. Et à travers ça, on a eu le support, notamment dans le financement de notre projet, de l'ADEME, dans le cadre d'un projet France 2030. Et bien sûr, la préservation des ressources est un enjeu important dans le cadre de cet appel à projet. Là, c'était pour vous présenter les fonctions principales qui sont utilisées pour un géotextile, hein, principalement donc les fonctions de séparation qui a pour vocation de séparer deux couches granulaires de structures différentes. Les fonctions de filtration, où là, on a une perméabilité particulièrement à l'eau qui doit être importante. Une fonction de drainage, où là, à l'inverse, on va vouloir canaliser un petit peu les flux de liquide, particulièrement l'eau. Des fonctions de protection, là, c'est pour isoler une surface par rapport à une autre. Et les fonctions de renforcement. Et pour ce qui est de nos applications, on va se situer principalement autour des fonctions de filtration et séparation. Les domaines d'application de notre produit sont principalement pour 80% le secteur routier ferroviaire, hein, qui utilise énormément de géotextiles, et tous les travaux du BTP de la construction, hein. Alors, ça comprend aussi donc, des travaux publics, les travaux de rénovation et tout ce qui est associé à ce domaine d'activité. Mais on n'oublie pas, même si c'est des proportions moindres, donc le secteur agricole qui représente 7% des parts de marché en France, notamment pour le maintien des zones humides, les activités de maraîchage et aussi des activités pour créer des répulsifs anti-cervidés pour des jeunes pousses d'arbres. Donc ça, c'est 7% du marché. Et après, on a deux autres secteurs, donc le secteur des réseaux qui représente 10% du marché et le secteur des fluviales et des traits de côte qui sont des aménagements côtiers qui revêt quand même un intérêt grandissant d'ailleurs par rapport aux problématiques d'érosion côtière. Pour expliquer un petit peu le procédé de fabrication, donc on est parti donc du chanvre qui lui est très localisé, donc particulièrement avec la société Chanvre, produit dans un rayon de 100 km autour de l'usine. On a une première étape de transformation qui s'appelle une décortication, qui a pour vocation de rentrer des pailles de chanvre comme matière première et de sortir trois types de produits.
une fibre qui va être le produit le plus noble pour nous et qui va être valorisé dans le cadre, principalement dans le cadre de notre géotextile. Une chènevotte qui est en fait le bois qui est à l'intérieur de la tige du chanvre, mais qui représente en volume entre 50 et 60% de la masse de paille en entrée. Et après, donc, ce qui compose les résidus de poussière principalement, dont une partie va être revalorisée dans notre projet dans une chaudière biomasse pour pouvoir créer justement un apport calorifique biosourcé. Et donc, ce produit-là est mélangé avec un filet, puisque donc c'est un bicomposant, notre produit. Donc, il y a un matelas de fibres sur lequel on vient poser sur la surface un filet qui va servir de structure et de résistance mécanique pour le géotextile, qui dans ce cas-là est fait avec en partie de la laine, mais dans notre produit fini est maintenant fait avec un mélange de laine et de chanvre. La filature de Super-Yard, qui est aussi basée en Ariège, approvisionne particulièrement la laine et le tissage est organisé sur le site industriel de Sedge Automotive, qui est à La Roquedôme et qui est notre voisin, comme je vous ai précisé un peu plus tôt. Et donc ces deux matériaux, on les associe par un procédé qui s'appelle un hydroliage. C'est un procédé qui a été développé par Dupont de Nemours il y a une cinquantaine d'années, mais qui est tombé dans le domaine public depuis une vingtaine d'années, et qui a pour vocation de créer une liaison entre les matières par un procédé de jet d'eau à très haute pression. Donc c'est ce qui est représenté là sur le synoptique qui est sur la gauche. C'est-à-dire qu'on va avoir un filet qui va être posé sur ce type de cylindre. On va poser un matelas de fibre qui, elle, sera de la fibre libre et ouverte. Et par une rampe d'eau à très haute pression, on va créer un hydroenchevêtrement des fibres entre elles et des fibres avec le filet, qui permet justement, on a des séquences de rampes successives qui permettent d'obtenir une liaison mécanique des fibres entre elles et des fibres avec le filet, avec des caractéristiques qui ont été suivies par des laboratoires reconnus suivant le référentiel ASQUAL, qui est le référentiel dans le milieu de la construction et du BTP, et qui a été attesté par les laboratoires de l'IFTH et du CEREMA, qui sont des sachants en la matière. Donc, ce qui concerne la localisation du site, on est donc à la Roquedôme. Donc là, il est représenté en vue aérienne l'environnement de l'usine sur lequel on était bien dans une zone industrielle. Et pour l'heure, donc les usines Sedge, il y a plus que cette activité-là sur ce bâtiment principal qui est encore en activité. Le reste a été à l'abandon et cette partie-là a été récupérée par la communauté de communes, justement dans le but de réinstaller une industrie qui va venir pouvoir s'implanter sur ce site. Donc ça fait 22 700 mètres carrés et là, vous avez une projection des locaux qui sont prévus sur ce sujet. Les bâtiments industriels sont décomposés comme ce qui est représenté sur cette slide. Un entrepôt de stockage de matières premières. Donc là, ce sera directement le stockage des pailles qui arrivent directement de chez les producteurs ou des entrepôts de stockage intermédiaires. Ça représente presque 1300 mètres carrés. Et là, la capacité de stockage de balles de paille est de 288 tonnes. Ça, c'est un premier site de stockage. Après, on a l'usine de décortication qui est cette première partie-là qu'on voit suivie par ma souris, qui fait 2300 mètres carrés avec la ligne de décortication, c'est-à-dire qu'en entrée de ligne, on va venir poser les balles de paille sur cette première machine. Et à la sortie de ligne, on va retrouver les trois composants, les trois produits plutôt dont on parlait tout à l'heure. Les balles de fibres qui vont sortir directement ici, la chaîne VOD qui va sortir à ce niveau-là, et la fabrication des briquettes de poussière qui va être fabriquée ici, qui va être utilisée après dans la chaufferie biomasse.
Donc, ensuite, on a donc ce bâtiment numéro 3 qui est un stockage de semi-finis et produits finis. Donc, on a de représenter les différents produits en fonction de la couleur. Donc, les balles de paille en haut, les stockages de chaîne vote en vert, le stockage du produit fini en rose, et le stockage ici là, du filet qui viendra directement de notre voisin Sedge qui va fabriquer donc, ce filet en laisse de 4 mètres. Et ensuite, donc, on a l'atelier d'hydroliage qui est l'usine 2, qui fait 3300 mètres carrés à peu près, et dans lequel on va réouvrir donc les balles de paille qui sont des balles de paille qui ont été pressées, de balles de fibre, pardon, qui ont été pressées et suivant la qualité qu'on aura sélectionnée. On va réouvrir pour refaire un matelas de fibres d'une laisse de 4 mètres, puisque l'objectif est de fabriquer des produits en 4 mètres utiles, sur lequel on va venir déposer notre filet de chanvre-laine en partie supérieure. Et la liaison se fait par l'intermédiaire donc de cette ligne d'hydroliage avec cette zone de liaison avec des jets d'eau à très haute pression. Ensuite, on a une partie de séchage puisqu'on utilise de l'eau pour le procédé de liaison. Il faut extraire l'eau qui est contenue dans le produit pour après être enroulé sur un enrouleur où on va faire des longueurs d'à peu près de 100 mètres linéaires et on peut faire des largeurs intermédiaires de 1, 2 et donc de 4 mètres utiles en fonction des applications. Et ici, sur la droite, ce qui est représenté, c'est toute l'unité qui sert à la recyclage de l'eau et au retraitement de l'eau. Parce que dans le cadre de ce que je vous ai dit en amont, on a cherché à faire obtenir une sobriété énergétique la plus importante. Et donc, on a installé des systèmes de filtration qui nous permettent de récupérer jusqu'à 96% de volume d'eau utilisé dans le process. Après, c'est mine de rien des installations qui nécessitent des grandes puissances. Là, sur les besoins utiles, on a 4 mégawatts de puissance installée. Ce que je vous redisais pour les grands chiffres, on a 96% d'eau recyclée. Et le projet à terme a pour vocation de faire 10 millions de mètres carrés de géotextile, qui représente un peu moins de 4% du volume annuel total de ce qui est vendu en France. La chaîne vote, donc le bois, aura une capacité annuelle au nominal de 5000 tonnes. Et donc ça, on a des accords avec des utilisateurs de ce type de chaîne vote, notamment pour des applications de blocs de chanvre. Et ensuite, donc ça, c'est pour les volumes de poussière qu'on va recycler dans le cadre de notre activité qui représente 1900 tonnes de poussière par an. Et les impacts sociétaux, et sociaux, c'est que pour le bassin d'emploi de la Roquedolme et la Blanais, ça représente 40 emplois directs et 90 emplois indirects. Donc voilà ce que je peux vous dire d'une petite présentation générale sur le sujet. Il me reste à vous préciser quand même que la phase opérationnelle a démarré pour le projet. Donc là, on a démarré, on a reçu toutes les autorisations administratives, que ce soit le permis de construire et l'autorisation préfectorale d'exploiter dans le cadre de l'ICPE. Et la mise en service est prévue pour le dernier trimestre plutôt, 2026. Les travaux de construction de l'usine ont démarré fin octobre. L'objectif est d'avoir une production à la cadence nominale à horizon novembre 2027. Voilà pour la présentation. Merci, Je Benjamin. vous, je vous rends la main à Gaël. Ça marche. Merci à tous les deux pour cette présentation qui ont permis d'en savoir un peu plus sur vous et sur les structures. Là, je vous propose qu'on remonte un petit peu le temps. Peut-être, Joël, si vous pouvez nous dire comment est-ce que vous en êtes arrivé finalement à cultiver le chanvre. Alors vous, en tant qu'agriculteur, mais aussi voilà, toute l'histoire finalement de Hoc Chanvre qui s'est construite au fur et à mesure. Hmm. Donc le chambre n'est pas une culture traditionnelle de notre secteur, hein. Nous, on est répartis, les agriculteurs là sur notre secteur de Castelnaudary, on est répartis à un GDA, un groupement de développement agricole. C'est une structure qui est animée par la Chambre d'agriculture.
Et donc, bon, il y a une partie technique, mais après, comme le dit son nom, c'est de développement, de trouver des nouvelles solutions pour nos exploitations. Et ça faisait quelques années, ça faisait 4 ou 5 ans qu'on cherchait des nouvelles cultures pour nos assolements, pour arriver à, à amener un plus économique sur nos exploitations et faire face aux défis qui nous est quelque part imposé sur la réduction des phytos, entre autres, et sur la monoculture de certaines cultures. Je pense notamment aux céréales à paille ou des problèmes de raigrats que l'on retrouve ou sur comme le tournesol où on a des problèmes de ravageurs au moment du semis. Donc, nous avons commencé dans les années 2020 à s'intéresser sur le chanvre. Nous avons fait une première expérience avec d'autres industriels. Ça a été un premier pas dans le chanvre. Et rapidement est arrivé le projet Occitanie Géotex, donc avec des premières rencontres. Et nous sommes partis en 2023 sur 10 hectares à une dizaine de producteurs, 10 hectares, l'expérience a été prise en charge par Occitanie Geotex de A à Z financièrement. Donc là, ça nous a permis parce qu'on a quand même sur un territoire avec comment dire, du climat et des structures de sol complètement différentes. Donc, ça nous a permis de mettre 10 parcelles d'1 hectare sur différents territoires pour voir comment sont comportés le chanvre chez nous. Donc, ça a été il y a 3 ans. Et pour en arriver à aujourd'hui, en 2026, à une progression, on va dire, quand même, qui est assez importante, de 1000 hectares avec 120 producteurs. Voilà. Et c'est l'objectif qu'on est en train de mettre en place pour 2026. Entre-temps, on a mis 300, 400, 500 hectares en l'affaire de 2 ans. On a fait un coup 350 et 450 hectares l'année dernière. Donc depuis le début, on construit le projet avec Occitanie Geotex. Vous voyez, encore ce matin, on était en réunion tous les deux avec d'autres agriculteurs pour préparer l'avenir sur différents sujets. Euh, et c'est un travail qui est quand même très, très, très complémentaire entre les deux, quoi, parce que on voit chacun nos objectifs tout en pensant à ceux des autres. Voilà. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut. Donc, vu la progression qu'on a qui est assez rapide, il a fallu qu'on se structure rapidement et d'où est venue la création de SAS Chambre pour faire le lien. Voilà, on est une structure commerciale et aujourd'hui on est parti sur ce format-là. Je ne sais pas demain de quoi ça sera fait, mais bon, aujourd'hui on a choisi celle-là pour faire l'intermédiaire d'un côté avec Occitanie Geotex et de l'autre les agriculteurs et le troisième maillon de la chaîne qui est le semencier MPIT avec qui on travaille aussi on travaille en étroite collaboration. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus pour l'instant. Non, c'est ça, Non, on reviendra un petit peu après, mais ouais. vas-y, tu peux continuer si tu veux. Non, non, mais là, pour l'instant, voilà. Ça marche. Donc effectivement, la volonté de trouver une culture complémentaire, déjà ce travail mis en place avec Géotex depuis quelques années sur finalement aussi tester la culture dans les conditions enfin, dans les conditions géographiques dans lesquelles vous vous situez tous. Benjamin, est-ce que vous auriez un point à rajouter finalement sur les enjeux de travailler avec ce collectif, les enjeux de développer cette filière chanvre, même si vous avez déjà abordé certains points dans la présentation, voilà, est-ce qu'il y a Bah, d'autres en fait, éléments? ouais, effectivement, c'est complètement du co-développement parce que nous, on ne peut pas exister sans les agriculteurs. Le raisonnement économique de notre projet, il réside sur le fait de s'approvisionner
en matière première dans un rayon de 100 km autour de l'usine. Parce que acheter de la fibre, on aurait pu l'imaginer au départ, mais l'intérêt économique est beaucoup moins intéressant. Et l'autre caractéristique importante, c'est de maîtriser la qualité de fibre et de sécuriser l'approvisionnement des matières premières. Donc c'est pour ça que c'est du co-développement. On a commencé avec Auchambre, qui s'appelait pas encore Auchambre à l'époque, sur des parcelles de 10 hectares en 2023 dont parlait Joël. C'était aussi dans le but de sélectionner des variétés qui étaient compatibles avec notre utilisation et nos besoins. Donc on avait fait des réunions de travail pour essayer de trouver des variétés qui correspondaient à ce qu'on voulait en termes de fibres. Et ça nous a permis déjà d'être sur une première étape de sélectionner les variétés qui correspondaient. On a passé par des laboratoires où on a fait des tests de décortication. On a fait après des premiers tests à l'échelle de laboratoire aussi d'hydroliage. On a pu tester des produits. Après, tout ce cheminement n'est pas possible sans avoir s'être assuré d'être associé à des partenaires locaux et qui ont bien compris nos besoins, qui les ont bien intégrés. Et nous aussi, on a comme responsabilité de bien intégrer leurs contraintes et leurs besoins. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler ensemble sur un contrat d'approvisionnement pluriannuel, puisqu'on est parti sur 3 ans, en sécurisant le prix d'approvisionnement, en mettant en place un certain nombre d'éléments qui permettent d'avoir un itinéraire technique qui, de par notre petite expérience de 3 ans de chambre, nous permet de voir qu'est-ce qui vaut mieux faire et qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter. Et ça nous permet de continuer à progresser là-dedans, compte tenu des volumes sur lesquels on dessine, puisqu'on parle de 12 500 tonnes de champs, ça fait à peu près un peu plus de 3000 hectares. Même si la capacité locale est importante, on se doit de franchir les étapes en ayant des circuits de validation qui nous permettent de nous sécuriser. Donc c'est pour ça que la complémentarité est importante. Et là, comme disait Joël, maintenant on a des enjeux sur la gestion logistique et la gestion des stockages, puisque par définition, on est dans une activité saisonnière pour la culture du chanvre. Et nous, notre plan de charge, il est sur l'année, en fait. Donc, on doit gérer ces flux logistiques de stockage et de transport qui sont des points importants de la réussite du projet. Et nous c'est vrai que tout ce temps-là d'augmentation de production, voilà, en 3 ans, là, ça nous permet ben déjà, il y a la partie matérielle de pressage. Et il faut savoir que la grande majorité, ce sont des céréaliers, même si on est une ancienne région élevage, mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'élevage dans notre secteur. Donc, quand on parle à un céréalier d'aller faire des balles rondes, c'est tout un monde, quoi. C'est compliqué. Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre en place. On essaye de se réunir pour faire des achats de matériel en commun, de se réunir. Et après, on construit tout de A à Z, comme disait Benjamin, du contrat. Et enfin, et toutes les histoires de modalités d'acompte, de paiement. Voilà, c'est ce qui est un peu intéressant dans l'histoire Mm. du projet, quoi. Là, c'est dire entre l'agriculteur et l'industriel, il y a qu'un seul intermédiaire et les conditions dépendent pas de variations de cours. On s'est engagé sur un prix d'achat sur 3 ans qui tient compte aussi d'une caractéristique de révision du prix si les charges opérationnelles de l'agriculteur augmentent, ainsi que, comme on est tributaire donc d'un seul et unique semencier en France, de la variation de prix sur la semence, qui est un point non négligeable, parce que la semence, c'est un point très important dans le coût de revient de la production. C'est important aussi pour MPIT que les agriculteurs soient associés à un industriel pour que ça donne de la crédibilité
au projet et au volume qu'on a positionné. Parce que la culture du chanvre est en très forte progression en France, hein, de l'ordre de 20 à 25% l'année dernière, entre l'année dernière et cette année, et ça continue de croître. Les besoins sont importants. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui développait une filière chanvre dans le groupe en Bretagne. Ça veut dire quand même on sait aussi qu'il y a des projets un peu partout en France, en Auvergne aussi. On a entendu parler des chanvrières à ce niveau-là. Donc, on sait que c'est une plante en plein avenir. Donc, ce qu'il faut que pour nos activités, il faut qu'on arrive à maîtriser le flux d'approvisionnement et la qualité de la semence qu'on va mettre, enfin, de la production qu'on va recevoir. Voilà. Merci. On voit vraiment du coup la nécessité de cette complémentarité aussi pour faire rencontrer les milieux entreprises, milieux agricoles. Voilà, chacun a aussi des particularités et des contraintes en tout cas auxquelles il faut répondre et donc de travailler ensemble collectivement, ça permet de prendre les deux côtés Mm. en compte et d'avancer progressivement et de Mm. répondre aussi bien aux attentes voilà, de l'entreprise de transformation que des agriculteurs aussi, parce qu'effectivement j'entends la recherche de variétés qui sont adaptées à la transformation, mais il faut aussi qu'elles soient adaptées aux territoires dans lesquels Ouais, elles vont au être climat. implantées. Donc voilà, Mm. c'est vraiment d'avoir ce co-travail, finalement, ce travail collectif permet d'avancer main dans la main et de pouvoir répondre au mieux aux caractéristiques des différents, enfin, des deux échelons de ce travail. Mm. Tout à fait. Merci à tous les deux. Euh, Joël, vous en avez un petit peu parlé finalement dans cet accompagnement, parce qu'on voit que bon, la culture du chanvre, c'était pas quelque chose localement de travailler. Il y a eu un besoin Mm. de monter en compétences, un besoin de structuration dans l'accompagnement. Vous avez évoqué la Chambre d'agriculture donc de l'Aude qui travaillait avec vous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser un peu les autres acteurs peut-être avec lesquels vous travaillez et les différents types d'accompagnement que vous avez pu avoir dans cette progression et cette montée en compétences que vous avez reçue au niveau du groupe. Ben, enfin, au niveau de l'accompagnement, enfin, aujourd'hui, il se fait grâce à la Chambre d'agriculture. C'est un des. Donc, nous avons un maillage de techniciens techniques sur le secteur. Moi, je parle pour l'Aude, mais bon, c'est pareil pour l'Ariège, c'est pareil pour la Haute-Garonne, le Tarn. On se base sur ce réseau-là. On est quand même, enfin, on, on se revendique un projet au doigt, mais régional avant tout, quoi, parce qu'on a besoin, on a besoin des surfaces et on Mm. aura besoin du tonnage, même si les 3000 hectares à terme ne représentent pas une surface énorme dans les productions céréalières du coin. Mais donc, on cherche tous les secteurs. Donc, nous avons ces quatre techniciens qui ont fait dès les premières années un boulot de recrutement et qui continuent à faire un boulot de recrutement. Il faut un suivi technique aussi du charme pendant la période de production. Et après, nous avons une animatrice territoriale qui s'occupe, elle, de faire un peu le lien et d'aller chercher les différents financements qui sont possibles avec les agences de l'eau. Avec la région, voilà, avec toutes, et de mettre en place des dossiers de subvention pour la partie animation, pour la partie aussi achat de matériel, voilà, on cherche. Et après, aujourd'hui, la Chambre d'agriculture nous accompagne aussi sur le développement administratif. C'est elle qui nous fait toute la partie administrative. Donc, j'allais dire, jusqu'à l'année dernière, les 2 premières années où on était 20, 40, puis 70 producteurs jusqu'à l'année dernière, bon, ça a été. Là, on prépare la campagne suivante, on double le nombre de producteurs, on arrive à 120. Et déjà, il faut on passe, nous aussi, on passe du côté industriel, administratif, où il faut qu'on s'organise et à terme, il faudra qu'on embauche quelqu'un pour toute la partie administrative et peut-être plus, on ne sait pas trop, ça fait partie des projets. Et tout ça aussi est, j'allais dire, est chapeauté, enfin, pas dirigé, mais bon, il y a un œil aussi au niveau de la Chambre de culture régionale qui fait un peu le lien entre tous les départements pour le développement de. Alors c'est bizarre, c'est sûr, on est en société, une SAS, c'est une société, mais nous, dans notre propre vision, bon, on a pris cette forme juridique-là,
Mais bon, voilà, on est quelque part une coopérative, quoi. Comme j'ai l'habitude de dire, on a refait ce que nos ancêtres ont fait il y a 100 ans à la création des coopératives, quoi. C'est et donc après, on met en place aussi des formations pour les nouveaux producteurs chaque année. On met en place des formations techniques pour apprendre des formations pour les nouveaux producteurs, les anciens producteurs, pour arriver à produire le chamois. Et ça aussi, aujourd'hui, c'est la chambre de culture qui le fait, quoi, qui le fait. Voilà. Oui, c'est ça, vous avez eu aussi bien finalement des formations techniques. Quand on avait Oui. échangé rapidement, vous m'aviez aussi parlé d'un voyage d'études que vous aviez fait il y a peut-être Ben, 3 ans qui ont... dès la première année, alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont de ce secteur-là, mais dès la première année, on est monté dans l'Aube voir la Chambrière. On a été accueillis par des agriculteurs et la Chambrière de l'Aube qui nous a ouvert les portes pour découvrir. Et déjà à cette époque-là, on est parti à 4 ou 5 agriculteurs, plus Benjamin, plus son directeur général. Mhm. On est partis tous dans la même voiture, Mhm. passer 3 jours là-haut pour découvrir le chameau. Et moi, j'avais jamais produit de chameau à ce moment-là déjà. Et c'est vrai que on partait dans l'inconnu, quoi, complet, quoi. Oui, et de finalement se baser sur des gens qui ont déjà fait, entrepris des choses avant, ça vous permet aussi de vous projeter, même si Mais finalement... ça nous a permis de faire des choix dans le matériel, d'avoir des idées pour les contrats, voilà. Et aujourd'hui encore, on en parlait encore ce matin de ce qu'on avait vu là-haut pour Mhm. l'avenir, voir comment on s'en sert un peu comme base de travail, quoi. Ouais, et puis tout ce qui est la réflexion logistique aussi, de savoir comment on traite cette production, que ce soit le suivi de la production, l'étiquetage, l'organisation logistique, l'organisation, la gestion des contrats aussi. Comme c'est une coopérative à Chambrières-de-l'Aube qui produisent 80 000 tonnes de chanvre par an et ils ont une volonté de monter à 120 000 dans les années à venir. Donc c'est quand même une structure qui fonctionne depuis 40 ans, je crois. Mhm. Donc on a pu bénéficier d'une bonne partie de leur expérience. On a essayé de transposer à échelle modeste, mais quand même significative, pour voir qu'est-ce qu'on a intérêt à mettre en avant et comment on peut faire pour les autres cas de figure. Mais c'est sûr que ça a été un voyage très formateur, quoi. Voilà. Oui, pour tous les deux finalement. Enfin, pour Ah oui, oui, les pour deux. toutes les Oui, parties. oui, non, Les deux mais bien structures. sûr. Ça nous a permis de gagner beaucoup de temps, beaucoup, Oui. beaucoup de temps. Oui, même si les premiers soirs, bon, Ça fait peur. ils nous faisaient peur, quoi, un peu. Bon, ils nous donnaient que le point négatif, quoi. Bon, Hum. donc, bon, on savait où on allait, quoi. Ouais. Il n'y Alors, avait parce pas de qu'il y a surprise. plus, il y a plusieurs changements, c'est qu'effectivement, donc le bassin agricole, enfin ça c'est plutôt ton secteur de l'eau, a des rendements qui n'ont rien à voir avec Oui, oui, les rendements qui je l'ai sont parlé tout à plutôt l'heure. Oui, donc voilà. mais à côté de ça, il y a quand même des intérêts de développer une filière localisée sur ce sujet, quoi. Mhm. Ça marche. Oui, Joël, vous avez aussi parlé de l'aspect juridique. Donc aujourd'hui, que c'était une SAS, ça aussi, vous avez, il me semble, passé Oui, pas mal de temps et de réflexion, en tout cas, sur la mais forme juridique. ça a fait partie de l'accompagnement du départ où on a fait des formations avec des juristes, voilà, pour voir quelles étaient les différentes possibilités, les différentes, voilà. Bon, on est parti là-dessus. Bon, on verra par la suite qu'est-ce que ça va donner, mais il y a ce côté-là. Chose que j'ai pas parlé aussi dans notre travail. Euh, c'est un peu hors sujet peut-être, mais c'est la partie semences. Cette année, nous avons fait une production en, avec Empid, nous avons fait une production de 40 hectares de semences, de production de semences. Voilà, nous avons mis en place ça, bon, qui a bien marché. On ne savait pas trop où on allait aussi. Mais bon, après, il sera dur
de faire vivre ensemble une production de semences et de fibres, sachant que les isolements pour la fibre, pour la semence sont très grands. Et donc, Mm. bon, on va voir on pense continuer à en faire encore cette année. Bon, c'est pour avoir on essaye de garder un contact assez fort avec Empit, quoi. Oui, ce que vous disiez, c'est le principal, peut-être même le seul producteur de Oui, oui, semences oui, 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 chanvre c'est le seul en France. producteur, Et d'où voilà. l'intérêt d'avoir un projet construit avec un industriel, en tout cas des débouchés bien identifiés, bien ciblés pour solidifier, consolider en tout cas le projet agricole, Mais enfin le projet après, porté par voilà, l'agriculteur. l'intérêt de tout ça, c'est que aujourd'hui, on a la chance quelque part d'avoir, c'est le circuit court quelque part, c'est une Mm, production de circuit court, quoi. Donc mm, on a un débouché local avec un prix garanti. Bon, voilà, la seule inconnue, c'est le rendement et c'est nous qui devons le faire. Donc tout l'intérêt, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on ne dépend pas. On sait ce que. Enfin, la seule inconnue, c'est la production, le rendement. Mais on sait le prix, on sait. Bon, voilà. On crie après le Mercosur, après voilà, la mondialisation. Là, on a la chance on n'est pas. C'est pas la production de charme qui va malheureusement sauver nos exploitations, mais c'est un mm. plus agronomique et technique, c'est un plus pour nous, quoi. Oui, Voilà. tout à fait. Merci. Vous avez commencé à en parler en disant que vous aviez pris pleurs quand vous aviez visité, fait votre voyage d'études Oui. dans l'Aube. Enfin là c'est une question vraiment pour tous les deux, qu'est-ce qui a été le plus dur finalement dans ce travail de construction de A à Z, hein, comme vous l'avez dit, d'une filière chambre en Occitanie, mais on va quand même garder du positif. Qu'est-ce qui a été le plus motivant? Voilà, vous êtes encore là des années après? Vous avez constitué une structure, enfin voilà, Ouais, le plus dur, l'entreprise se crée. bon, on l'a déjà dit. Bon, après, c'est toute la complexité de la création de la structure, hein. Mm. On part d'une feuille blanche depuis le début, quoi, et, on a tout créé. On a essayé de se faire aider. Euh, on a et aujourd'hui, on est passé un cap, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont embarqués dans l'histoire, avec 130 agriculteurs. On a une marge de progression à notre niveau qui on double pendant les 3 ans qui arrivent, on double de surface Mm. tous les ans, quoi. Ouais. Donc c'est énorme. Et mais bon, en même temps, on est un groupe d'agriculteurs motivés. Mm. J'allais dire, bon, on est 20 à la SAS, on est une quinzaine. J'allais dire, tous les agriculteurs sont motivés, mais bon, on est une quinzaine à le suivre. On se partage les tâches. Un peu plus impliqué, oui. Voilà, moi, enfin, j'ai pris la présidence, mais bon, il y a beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas le truc de président et qui font autant de boulot que moi, quoi. Voilà. C'est et le dernier truc, c'est l'organisation et l'industriel Mm. qui est pas simple. Comme on l'a dit, on était encore ce matin en réunion et on a chacun nos visions, mais bon, le tout c'est qu'on s'écoute et qu'on arrive Mm, mm. à progresser, quoi. Et puis, on sait très bien que ce qu'on décide aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, il faudra complètement le revoir, que ça va pas, et bon, voilà. Toi, tout va bien. Pour moi, tout va presque bien. Mais en tous les cas, enfin, ce qu'on dit, c'est beaucoup une affaire d'énergie, de volonté, et puis de relever des défis qui peuvent paraître incommensurables quand on regarde la tâche avec beaucoup de recul. Maintenant, on prend les choses les unes après les autres. On a essayé de structurer notre démarche conjointement avec la partie agricole parce que ce que je disais tout à l'heure, ça ne peut pas être autrement. Mm. Ce qui, pour nous, était le plus dur, c'était tout le volant administratif et financier, parce qu'on n'a pas parlé de budget pour la partie industrielle, mais l'usine en elle-même, c'est 22 millions d'euros d'investissement sur la partie exploitation et pas loin de 10 millions d'euros sur la partie usine à proprement parler, les bâtiments.
Donc autant vous dire que aujourd'hui on part sur un modèle de start-up où on a levé 6 millions d'euros de l'État français pour nous accompagner dans le projet. Il a fallu fédérer des partenaires financiers pour croire dans cette aventure. Et parmi les arguments qui ont rassuré un certain nombre de nos partenaires financiers, dont l'État, c'était qu'on avait créé une filière chanvre qui avait pour vocation d'amener de la diversité dans les productions agricoles locales, qui utilisait très peu d'intrants, qui avait un bilan ACV extrêmement intéressant, donc analyse de cycle de vie, notamment par le fait que le chanvre, un hectare de chanvre consomme plus de CO2 qu'un hectare de forêt. Tout ça ont été des arguments qui ont vraiment dopé la motivation des uns et des autres et qui répondaient bien aux enjeux de développement aussi industriel alternatif avec l'idée de pouvoir créer vraiment quelque chose de nouveau. Donc après, on est maintenant dans la phase opérationnelle du projet. On doit accompagner la croissance, ce qui n'est pas une chose simple à faire, parce que d'un point de vue logistique, c'est sûr que quand on passe de 500 hectares comme l'année dernière à 1000 hectares l'année prochaine et à 2000 l'année suivante, avec les problématiques de logistique dont on parlait auparavant, pour moi, il y a encore beaucoup de verrous à lever. Par contre, bon, avec de la compétence, de l'énergie et de la motivation, on arrive à tout faire. La preuve, hein, moi, on n'est que deux dans ma structure. Au départ, les agriculteurs, ils sont partis à un groupe très, très limité aussi. Et on- quand on est bien entouré avec des gens déterminés, on arrive aux choses. Donc, il n'y a pas de raison. J'en suis sûre aussi. Merci. Euh, Effectivement, donc là, bah, on voit que vous êtes impliqués tous les deux depuis le début. Si vous pouviez partager un peu à nos participants quelles pourraient être les étapes clés ou en tout cas les incontournables dans la création d'une filière. Là, on a l'exemple de la filière chambre, mais en vrai, l'idée, c'est d'inspirer aussi sur d'autres, dans le montage d'autres filières. Qu'est-ce que ce serait pour vous un peu voilà, les deux, trois points, étapes clés incontournables dans la création de filière? Ben, de toute façon, ouais, c'est la création et la mise en place de la structure enfin, qui est primordiale, hein. Et ensuite, c'est enfin, de trouver un engouement important pour qu'on nous suive, quoi, pour que le maximum d'agriculteurs puissent nous suivre. Mhm. Il faut savoir que là, enfin, dans le cas présent, pour nous, la culture de chambre n'a pas un aspect économique, on le compare, nous, à un tournesol, quoi. Donc voilà, la marge d'erreur est très, très, très fine, quoi. Et il faut qu'on arrive à le valoriser au mieux pour qu'on garde cet engouement et cette envie, cette envie. Euh, et après, le dernier point, c'est de notre côté à nous, parce on est scruté, on est regardé. Il y en a beaucoup qui attendent, il y en a beaucoup qui ne croient pas, parce qu'ils ne voyaient pas encore l'usine sortie de terre, donc la dernière étape, voilà, ça va être la pérennité et le lancement à les rythmes de croisière, quoi, d'ici 2 ou 3 ans. Ouais. Voilà. Alors, pour moi, ce qui me concerne côté sur le volet industriel, ce qui est sûr, c'est donc d'améliorer, enfin, les étapes clés qui va être à franchir, c'est les paliers en termes de volume qu'on doit franchir, dont on a déjà parlé. Qu'on doit aussi affiner la qualité du produit qu'on doit transformer, hein. Donc là, on va pouvoir voir en amont les variétés qu'on va pouvoir accepter. Peut-être qu'on va pouvoir, sur certains aspects, être plus tolérant sur certaines caractéristiques, mais être plus exigeant sur certaines autres. Ça va être aussi un point où la qualité du produit fini va aussi dépendre de notre précision sur la régularité de la qualité de la matière en amont.
Même si on sait que c'est une matière naturelle, il faut quand même qu'on sécurise le produit fini, on va avoir une certification sur notre produit fini. Ça, c'est les points importants. Et puis, l'idée, c'est d'après de pouvoir développer notre activité pour qu'elle soit encore plus profitable pour le milieu agricole, parce qu'on a compris que les enjeux financiers aujourd'hui étaient satisfaisants, mais qu'ils n'étaient pas non plus à un niveau de rentabilité qui peut permettre aux agriculteurs d'être complètement d'être débordant d'enthousiasme pour cette production. Donc, c'est aussi un des objectifs, hein, c'est que le positionnement prix de notre produit fini va sans doute devoir évoluer dans le temps parce qu'on espère pouvoir conquérir nos utilisateurs qui sont très intéressés par le fait d'avoir quand même un produit naturel et complètement biosourcé et localisé. On espère qu'on va créer de l'appétence pour ce nouveau marché où on sera plus en capacité de pouvoir le fournir et de pouvoir proposer après des tarifs sur le produit fini où la rémunération du producteur soit un des points d'amélioration qu'il faudra qu'on mette en place. Parce que une fois de plus, il n'y a pas de modèle économique qui fonctionne sans une pérennisation de la qualité et de la quantité du chanvre sur notre activité. Donc ça, c'est un point très important. Et ça, c'est notre rôle d'industriel, de rendre notre produit tellement attractif que l'évolution du prix par rapport à un géosynthétique traditionnel n'est pas le problème majeur. Voilà un peu le point de vue. Nos étapes incontournables. Merci. En plus, avec cette double vision, c'est hyper riche, je trouve. Là, on va clôturer un peu votre intervention avec les prochaines étapes. Vous en avez déjà cité beaucoup, hein. Enfin, si je récapitule, on a Mm. parlé, bah voilà, la mise en route de l'usine 2026, enfin fin 2026. Oui. Tout ce qui va être autour de ces verrous logistiques aujourd'hui, en tout cas, avec la montée en charge, enfin voilà, d'arriver Mm. à travailler en tout cas ces verrous. Euh, Structurer encore plus la SAS. Joël, vous l'avez dit, peut-être que l'idée, Mm. ça sera, en tout cas à court moyen terme, d'embaucher un salarié, par exemple, pour tous les aspects Oui, suivis administratifs. Vous êtes en train, vous nous dites, hein, vous travaillez régulièrement quand même ensemble. Ce matin, vous étiez déjà en train de travailler avant même Mm. le webinaire sur, enfin voilà, peut-être sur les différents contrats, les différentes organisations, en tout cas, qu'il peut y avoir dans votre fonctionnement industriel agriculteur. Est-ce que vous verriez d'autres points que alors j'ai fait une synthèse très courte, hein, mais est-ce que Mm. vous verriez d'autres points aujourd'hui, en tout cas, pour les prochaines étapes qui vous semblent importantes? Vous en avez déjà dit pas mal, je trouve, mais voilà, il y a peut-être des choses qui vous viennent en tête là pour Après, on compléter. va travailler sur d'autres valorisations aussi, et notamment, enfin, j'ai vu qu'il y avait une question sur la graine. Pour l'instant, on n'est pas parti sur la graine parce qu'il y a un côté technique, on n'est pas forcément sur les mêmes plantes euh, par rapport à ce que recherche l'industriel. Mm. Mais demain, alors aujourd'hui, on a beaucoup de producteurs conventionnels, on va dire, on en a quelques-uns en bio. Et en bio, on sait qu'il y a peut-être une valorisation en graines qui peut être faite. Mhm. Donc demain, le développement, on aura peut-être nos 3000 hectares, je vous dis des bêtises, mais nos 3000 hectares pour la valorisation De la de fibre. la fibre, mais pourquoi pas monter une filière à côté pour la graine qui vont intéresser les bio. Et Mm. donc voilà, on continue le travail de développement autour de cette culture. Aujourd'hui, dans l'état de nos connaissances, on a sélectionné des variétés qui sont riches en fibres et pour avoir un rendement de décortication qui soit le meilleur, il semblerait que d'aller jusqu'à la maturité totale de la plante, c'est-à-dire jusqu'à la graine, ne soit pas un paramètre important, notamment sur le taux de pectine qui est contenu dans la plante. Oui, on a lancé des tests pour vérifier, en fait, si vous voulez,
cet aspect du fait que de ne pas aller jusqu'à à la germination totale de la plante nous permettait de conserver un taux de lydine qui était compatible avec notre Floraison. utilisation. Floraison. La floraison, pardon. Et qui nous permettait de conserver un taux de pectine qui était compatible avec notre besoin parce qu'on va faire, on utilise la pectine dans le liage qu'on fait par la suite. Donc, on a des tests en cours. C'est vrai que ça fait partie des développements de l'itinéraire technique qu'on a identifié. Pour le moment, en fait, ce que je voulais juste résumer, c'est que on a identifié, et pour les besoins de lancer l'activité industrielle, on a identifié tout un parcours et un circuit qui nous permet de faire un produit qui est conforme aux attentes du marché. Donc, on a essayé d'être assez restrictif sur toutes les étapes intermédiaires pour pouvoir être sûr qu'on va pouvoir lancer le produit dans les conditions d'acceptation du marché et de conformité du produit par rapport au référentiel qualité qu'on a cité auparavant. Après, que notre activité, on l'a déjà, nous permette de faire des variations autour de l'objectif de départ, il n'y aura aucun problème. Simplement, plus on génère des variations, plus on génère des qualités de paille différentes, plus on va générer de références. Et la multi-référence dans l'industrie, on n'aime pas trop parce que ça génère des stocks intermédiaires plus complexes à gérer et des flux de trésorerie qui sont moins profitables, quoi. Mais ça fait partie des pistes d'amélioration. Ça marche. Bah, merci beaucoup à tous les deux en tout cas. J'espère que les participants ont apprécié ce temps. Il y a quelques petites questions dans la conversation, on peut les prendre. Et puis bah, Oui, encore une fois, les participants, je vous invite, si vous en avez d'autres, à ne pas hésiter à soit lever la main, soit les poser dans la conversation. Il y en a qui sont un peu plus techniques, on va dire, sur la culture de chanvre, qui est, bah, voilà, est-ce que le chanvre peut être considéré comme une culture intermédiaire en grande culture? Je pense pas. Enfin, de toute manière, nous, on a une implantation d'avril et une récolte au mois d'août. Donc, on est avant tout sur une culture principale, quoi. Ouais. Oui, la durée fait que ça Oui, peut oui, être difficile. voilà. Niveau conduite, enfin voilà, est-ce qu'on se base bien sur une conduite de chanvre textile avec une valorisation 100% paille et donc pas de la graine comme vous avez dit, et avec un Pour l'instant, rouissage au champ. alors, ouais, ça, je ne sais pas si on a trop cité. Donc, pour le moment, on cherche de la fibre. Enfin, pour le besoin de l'activité industrielle, c'est de la fibre. Le rouissage, pour nous, il ne rentre pas en compte. On il en recherche faudra. de la paille jaune, non rouille. Ça, c'est l'objectif de départ, mais comme je citais juste auparavant, l'objectif, ce sera de pouvoir voir les impacts de certains paramètres, notamment de rouissage, Mm. sur le produit fini, ainsi que la maturité de la plante, le niveau de floraison avant la fauche. Mais tout ça, on va l'affiner avec l'expérience industrielle. Oui, On ne dit pas qu'on ne va pas pouvoir le faire, mais on veut pouvoir le faire de manière maîtrisée. Parce que, une fois de plus, on a un référentiel qualité, une régularité de qualité à obtenir sur les caractéristiques techniques de notre produit. ouais, du produit Et fini. on sait déjà qu'il y aura de la variabilité sur les productions. On a déjà parlé. On a intégré un certain nombre de prises en compte de cette régularité dans le process industriel. Maintenant, on ne veut pas avoir un spectre aujourd'hui trop large qui ne nous permettrait pas d'obtenir justement cette régularité. On a, au début du projet, quand on parle chambre textile, on parle ruissage. Voilà, Ouais. enfin, c'est typique la question. Nous, notre grand souci était justement comment allons-nous faire dans notre climat méditerranéen pour arriver à faire du ruissage au mois d'août Mm. avec 40 degrés Ouais, à l'ombre. 40 degrés à l'ombre et très peu de pluviométrie. Mm. Mm. Bon, il s'avère que ça fait 2 ans où on prend de l'eau Tous au les mois de ans. septembre et on fait tout pour pas faire de ruissée et Ouais, c'est compliqué. ouais, Voilà. ouais. D'où l'idée, c'est de travailler aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette paille Mm. qu'il y aura, s'il y en aura, de toute façon. Mm, mm. Involontairement, il y en aura. Mais on cherche avant tout de la paille blanche.
jaune. Ouais, et l'idée c'est que si alors il y a deux alternatives, soit il y en a et on peut pas l'intégrer parce que notre géotextile ne peut pas l'accepter. Mm. Ça c'est un premier point, mais on a une alternative à ça, c'est qu'aujourd'hui le marché de la fibre rouille, il Il existe. existe et une fibre de qualité, une régularité de qualité, on aura des possibilités de revendre ça sans aucun problème. Nous, on va se concentrer sur celle qu'on cherche au départ et après, on est en train de faire des tests sur si jamais cette fibre était rouillée, Mm. dans quelle mesure ça vient atténuer les performances techniques. Ça, je sais pas, on n'a pas encore la réponse sur la question, mais si ça le permettait, ça permettrait une plus grande flexibilité sur la qualité de la matière en amont, ce qui apporterait du confort pour tout le monde. Mais on reste quand même focus sur l'objectif qualité. On a l'avantage par rapport à d'autres projets, d'autres structurations qui existent en France. Je ne les connais pas toutes, hein, excusez-moi si je me trompe, mais d'avoir un projet qui va jusqu'au produit fini. On ne fait pas que de la fibre. Et voilà, ça a l'inconvénient parce que ça nous bloque dans un Ouais. produit, mais on a la chance d'avoir un surplus de prix grâce à ça, quoi. Mm, Oui, mm. ouais, C'est-à-dire tout à fait. qu'on va jusqu'au produit fini, à contrario de la chambrière qui, elle vend de la fibre. Oui, dans la matière, en C'est fait, une de la étape fibre. intermédiaire qui est destinée pour des marchés de la papeterie, l'automobile, le textile pour une partie. Mais il y a encore de la transformation derrière. Mhm. Le gros avantage de notre projet, c'est qu'on a les étapes de transformation, on maîtrise. Enfin, on maîtrise. On fait tout pour essayer de maîtriser, plutôt un vœu, depuis la semence donc, Oui. jusqu'au produit fini, ce qui donne un peu du sens à ce projet de manière générale. Oui, et puis du coup, de voir les changements, enfin, des Hum, changements à un niveau, voir l'effet que ça a sur le niveau d'après, exactement, mais tout ça en maîtrisant vraiment tout le système, comme vous dites, de la petite graine au géotextile qui sort, c'est quoi. ça. Ça marche, En fait. merci. Il y a une autre question, alors qui n'est pas directement sur la pratique culturelle, mais plutôt sur le stockage. Le stockage des pailles se réalise. Est-ce qu'il se réalise directement à la ferme? Combien de temps en moyenne, je suppose, on peut garder ce stock? Et Ouais. est-ce qu'il y a une avance de paiement pour l'agriculteur? Alors, c'était justement la réunion de ce matin De ce matin, du oui. stockage, donc ça fait partie des discussions à aujourd'hui. À aujourd'hui, Occitanie Géotex a stocké toute la paille et nous a payé toute la paille. Elle a 2 ans de production, elle a 800 hectares et je ne sais plus combien de tonnes stockées dans leurs hangars ou dans des hangars, quoi. Oui, Voilà, c'est ça. qui leur appartient. Mais nous, les agriculteurs, on est payés. Niveau technique, longueur temps de stockage, c'est pas moi qui vais répondre. Et la question pour finir, c'était quoi Est-ce que c'est Oui, stocké chez c'était. l'agriculteur? Oui. Oui. voilà, donc à aujourd'hui, non, mais on y travaille. Voilà. En fait, dans le raisonnement économique, et c'était aussi l'objet de la réunion de ce matin, euh, économie, il y a deux aspects, il y a l'économie et la logistique. Vous avez compris que nous, on a une activité industrielle qui est annuelle et l'activité agricole, elle est saisonnière. Donc en septembre, il faut ramasser l'équivalent de la récolte du mois de septembre. Donc quand c'est conditionné à 370 hectares l'année dernière, 470 cette année, ça se gère avec, C'est ça. pendant 5 semaines avec des Mhm. transports qui arrivent de partout, entre l'organisation du chargement des pailles, du transport d'un côté et le déchargement et le stockage de l'autre, avec la pesée entre les deux pour pouvoir générer les, les bons de transport, enfin les facturations. C'est du sport, mais ça se passe. Dans le modèle sur lequel on réfléchit, si on duplique ça sur un horizon de 3000 hectares, on va avoir du mal à faire ça de manière très efficace pendant la période de 7 ans dont on travaille sur des alternatives où une partie des producteurs stockeraient leur paille et on travaille sur une modalité de contrat qui permettent à toutes les parties d'arriver à s'entendre à la fois sur le prix du stockage, mais il y aura une contribution qui sera faite supplémentaire au stockage par rapport au prix de la paille. Et de toute manière, il y aura effectivement des règlements intermédiaires. Et le règlement final se fera au moment de la pesée à l'arrivée sur le site de production. Il y a une dernière question un peu, je mets ça dans la technique, hein, qui arrive sur les rendements sur enfin, sur notre territoire. C'est quoi à peu près les Alors, rendements? 6 tonnes, 8 tonnes? sur 2 ans de production, on va dire à grande échelle, hein, Mm. donc 350, 450 hectares, hein,
Climatique tout à fait différente. Donc l'été dernier, assez pluvieux, Mm. et mois d'août, et enfin, même juin, enfin, un Oui. automne, un printemps pluvieux, Mm. surtout, et enfin, un été pluvieux. Et cette année, un été sec et chaud. Voilà, on était à 50 kilomètres des méga-feux qu'on a eu dans l'Aude, quoi. Donc l'année dernière, on était à 4 tonnes et demi 4 tonnes et demi hectares, sachant que ça va de 0 à 10, en gros, à peu Mm. près. Mais la moyenne a été de 4 tonnes et demi. Et on avait très, très, très peur cette année, au vu des gros coups de chaud. Et au final, on finit à 4 tonnes 100. Oui. Voilà. Mais là, on se bat pour, il faut qu'on remonte, on est sur un niveau bas. Après, voilà, on est sur des rendements bas. Faut pas se Mm. leurrer. Alors, l'avantage entre la campagne dernière et cette année, c'est que mine de rien, même s'il y a eu une augmentation des surfaces, la courbe de la moyenne, les résultats de production sont centrés, beaucoup centrés Oui, autour de la moyenne, alors que l'année dernière, on avait des des variations. parcelles de 0 à 10 tonnes à l'hectare, si vous voulez. Donc, c'était des variations très importantes. Aujourd'hui, on recentre aussi beaucoup, à la fois peut-être un peu moins bon aux résultats liés principalement au climat, mais par contre, on a resserré les rendements moyens par Oui. exploitation. Puis Donc c'est pas plus mal. le problème, c'est que la première année, on l'a vendu pour une culture un peu trop facile. Ouais. Mm. Voilà, vous semez, vous n'avez rien à faire, alors que bon, quand même, on Un n'invente minimum. rien, voilà, Faut faire une très bonne il préparation. faut faire une très bonne préparation, voilà, il faut avoir des sols en bonne condition, bon, voilà. Mm, mm. Oui, tout à fait. C'est pas la culture. Il n'y a pas de culture facile où on met juste la Non, graine et voilà, puis on fait plus rien. C'est un voilà, miracle. voilà, voilà. J'ai vu qu'il y avait deux autres questions. Il y en a une, je pense que c'est plutôt pour vous, Benjamin, sur le marché cible et spécifique. Comment obtenez-vous de la visibilité moyen-long terme sur vos besoins de production, évolution des Bon. surfaces? Alors, effectivement, c'est un marché spécifique, le géotextile, mais bon, il s'impose 140 millions de mètres carrés par an avec une croissance de 5 à 10%. Là, on a fait faire des études de marché pour nous conforter, parce que de toute façon, c'était aussi un des points essentiels de nos partenaires financiers sur le sujet. Donc 140 millions de mètres carrés, nous on a pour vocation d'en faire 10 millions euh, au nominal normalement de la production. Donc on pense que la- le niveau de maturité en fait de- des utilisateurs de géotextiles nous permet aujourd'hui d'être assez confiants sur le fait de pouvoir conquérir ces parts de marché avec de la méthode, mais de la garantie. On a Mm. reçu le soutien de la SNCF qui nous a conforté dans l'idée qu'ils nous accompagnerait sur le sujet. On a des chantiers de tests en cours avec eux. De la même manière, avec Eiffage, on a aussi développé un partenariat. On a posé un certain nombre de produits en juillet 2025 et on en a posé aussi le mois dernier sur une fonction anti-érosion. Mhm. Donc, si vous voulez, ouais, ça nous sécurise dans le fait qu'on a des utilisateurs finaux sont en train de se l'approprier. Et il y a Mm. un autre point important qui est en phase avec nos projets de développement, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui vont utiliser, enfin qui est maintenant dans la réponse à des appels d'offres publics notamment, la part de RSE elle devient presque aussi importante que la part du prix. Donc, c'est-à-dire les points que gagnent dans les réponses d'appels d'offres publics la responsabilité sociale et environnementale vient pour certains des marchés à la même hauteur que le choix concernant le prix. Donc, par rapport à ces aspects-là, on est assez confiant sur le fait que mettre du plastique dans le sol par rapport à des problématiques de Mm. pollution au microplastique dont on entend régulièrement parler dans nos rivières, sur les nappes phréatiques et dans les mers et océans, ce seront des engagements qui vont rentrer en phase avec notre produit. Et dans ce cas-là, on a des bonnes perspectives. Et ce qu'on craint même, c'est de créer de la frustration. Et là, ça voudrait dire réfléchir à des modèles où il faudrait déployer d'autres types de chanvrières
On a déjà des pistes en réflexion, mais on sait que le chanvre, comme on a dit en introduction, ça a quand même une croissance et un intérêt multiple. Donc la, la sécurisation de la matière à l'entrée est très importante. Mais on est prêt à faire d'autres usines, hein, si ça devait le faire. C'est la question. Le message C'est est ça la passé, question. j'espère. Non, tout à fait, le déploiement de ce modèle finalement, parce que Exactement. c'est une réflexion autour d'un modèle qui peut être après transposé Oui. dans différentes localisations, localités. Je sais plus. Ouais, Euh, tout à fait. il y a une question sur les aides financières de la part de l'Agence de l'eau. Est-ce Alors, que... Alors, vas-y. alors nous, on est sur deux agences de l'eau à Dourgaronne, on est à cheval, hein. Hum, On a le canal du Midi, on est sur le partage des eaux entre la Méditerranée et l'océan. Donc on a d'un côté Ardougaronne et de l'autre côté RMC. Les financements que nous avons eus par intermédiaire de la Chambre d'agriculture aujourd'hui, c'est de l'accompagnement d'animation essentiellement, hum, quoi. Et aussi de l'accompagnement dans les essais, dans la mise en place d'essais de production. hum, Voilà. hum. Aujourd'hui, c'est essentiellement ce sont ces liens-là. Oui, c'est ça, sur le volet technique pour la mise en place Oui, d'essais, et puis oui, 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 et oui, oui. animation, structuration Voilà. de filière en partie. Voilà. Il y a une dernière question, je pense que tu as la réponse aussi, qui est êtes-vous adhérent à Interchanvre? Je sais il me semble qu'il y a des discussions qui sont en Alors, cours en tout cas avec. on a eu un premier contact pas plus tard que la semaine dernière avec Interchambre. Mm. Et voilà, et on va assister au congrès le 12 et 13 janvier à Paris euh, avec Interchambre. Aujourd'hui, on n'est pas adhérent. Voilà, si c'est la question, aujourd'hui, on n'est pas adhérent et Mais on il y a verra du par la lien en tout suite. cas qui est fait. Oui, 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 on a eu contact avec eux. Ouais, tout à fait. Eh bien, c'est tout pour les questions de la conversation. Je ne sais pas si les participants ont peut-être une dernière question à poser. Vous pouvez le dire de vive voix Ce si qu'on a vous été souhaitez. clair, ce qu'on a Mais été c'est clair. On a que été ça a été brillant. super clair et On cadré. a été brillant. La question Ouais, je a pense été brillante. que vous avez amené quand même beaucoup d'éléments Voilà. qui, je l'espère, ont été utiles et ont nourri les différents participants. Le webinaire sera bien sûr en replay. Je vous partagerai aussi certaines présentations et vous aurez nos contacts à tous si vous avez voilà, besoin d'aller un petit peu plus loin sur des sujets ou en tout cas de transmettre aussi peut-être à des collègues ou des personnes que vous connaissez, comme on l'a dit un peu vers la fin, le modèle en tout cas qui est créé entre Géotex et Hoc-Chanvre, voilà, c'est un modèle qui a été réfléchi, travaillé et qui peut être finalement transposé dans d'autres régions. Et donc n'hésitez pas à faire du lien, à vous en inspirer, hein. Ils l'ont très bien dit, finalement d'aller voir ce qui se passe aussi dans d'autres régions, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est ça qui aussi nourrit et permet de, enfin, nourrir les réflexions, de se poser les bonnes questions, de pouvoir y répondre pour après pouvoir c'est tout l'intérêt hein, d'aller voir ceux qui ont déjà fait et de pas refaire la même chose. Donc en tout cas, bah, merci beaucoup à tous les deux. J'espère que vous avez passé aussi un bon moment à partager votre expérience. En tout cas, c'était très très riche. J'ai l'impression que quand le chat aussi, ça a l'air d'avoir plu. Ouais, bah, tant Et, mieux. Non, et non, puis mais bah nous, on merci. est intéressés aussi enfin, je pense qu'on en fera d'autres voyages d'études, entre guillemets, d'aller rencontrer d'autres zones de production et en France pour voir comment ils Mm, mm. travaillent. Et, nous, on est aussi prêts à accueillir des personnes qui veulent bien venir nous rencontrer. Ouais, ça nous a beaucoup aidé pour nous, donc on peut le refaire. Ouais. Ça, c'est sûr. Vous êtes Voilà. prêts Mm. à passer le flambeau dans ce sens-là aussi. Tout à fait. Ça marche. Bah, merci beaucoup, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas Merci et puis beaucoup. Merci beaucoup, à Gaël. très bientôt. Merci à tous les Merci. participants. À Merci, bonne Oui, bientôt. continuation. merci à Au tous hein, revoir. d'être Au revoir. restés jusqu'au bout. Au revoir. Merci, au revoir.